Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dallas, Texas, un samedi après-midi. Le supermarché Harrington S bourdonnait d'activité en ce samedi après-midi. C'était l'un des plus grands de Dallas, connu pour ses produits frais, son éclairage doux et ses allées larges tapissées de musique d'ambiance. Des familles avec enfants parcouraient les rayons à la recherche de céréales en promotion, des retraités prenaient leur temps devant les étalages de fruits, et des étudiants pressés remplissaient leurs paniers de plats surgelés. L'ambiance était détendue, presque routinière. Personne ne se doutait qu'un incident allait bientôt éclater, bouleversant ce calme apparent. Dans l'allée des produits bio, une femme noire marchait d'un pas tranquille. Monica Reese, la cinquantaine élégante, tenait une petite liste manuscrite. Son écriture, fine et précise, témoignait d'une discipline qu'elle appliquait à tous les aspects de sa vie. Professeure de droit constitutionnel à l'université de Southern Methodist, Monica était reconnue pour son intelligence brillante et sa voix douce mais ferme dans les débats sur la justice sociale. Ce jour-là, elle portait une robe beige en lin, simple mais raffinée, et un foulard couleur crème noué avec soin autour du cou. Son chariot était déjà bien rempli, du saumon sauvage, des légumes biologiques, des flocons d'avoine, un vin rouge californien. Chaque choix était réfléchi. Elle s'arrêtait parfois pour lire les étiquettes, ajustait ses lunettes à monture fine, comparait les valeurs nutritionnelles. Elle incarnait cette sérénité discrète que seules les femmes profondément ancrées dans leurs valeurs personnelles savent afficher. Mais tout cela semblait susciter la méfiance de Brent Holloway, le nouveau vigile du magasin. Posté dans la salle de surveillance, les yeux rivés aux écrans, Brent fronçait les sourcils. Trapu, les bras croisés sur un gilet noir un peu trop serré, il regardait Monica évoluer dans les allées avec suspicion. Il n'y avait pas de mouvement brusque, aucun comportement agressif ou étrange. Juste une femme noire qui faisait ses courses avec méthode. Et c'était bien là, dans son esprit biaisé, que le problème résidait. « Regarde-la », murmura-t-il à son collègue assis nonchalamment à côté de lui. Elle fait semblant de lire les étiquettes, mais elle jette des coups d'œil autour. Elle cherche un angle mort. Le collègue, un jeune homme latino nommé Miguel, jeta un œil distrait à l'écran. Elle prend juste soin de ce qu'elle achète, mec. Elle a pas l'air pressée, pas nerveuse. Brent insista. Justement. Trop calme. Trop bien habillée. Trop à l'aise. Tu sais ce que ça veut dire? Elle connaît les règles. Et les gens qui connaissent les règles savent comment les contourner. Miguel haussa les épaules sans répondre. Il connaissait le type. Brent était du genre à croire que son intuition valait plus que les faits. Le genre d'homme qui pensait que le monde se divisait en deux catégories, ceux qu'on surveille, et ceux qu'on laisse passer. Fais-moi confiance. Ce genre de femme, elles jouent les madames, mais elles savent comment voler sans se faire prendre. Tu verras. Brent se leva, ajusta sa ceinture où pendait une radio, puis descendit vers les rayons. Il ne quittait pas Monica des yeux, convaincu qu'il allait faire une « prise » qui impressionnerait sa direction. Il se voyait déjà félicité, promu. Pour lui, c'était une question de pouvoir. Il ne voulait pas juste faire respecter les règles. Il voulait dominer. Pendant ce temps, Monica, concentrée sur ses achats, ignorait totalement qu'elle était devenue l'objet d'un jugement silencieux, né non pas de ses actes, mais de son apparence, de sa couleur de peau, et du préjugé tenace d'un homme incapable de concevoir qu'une femme noire puisse être aussi digne, cultivée et indépendante sans arrière-pensée. Elle déposa un paquet de riz basmati dans son chariot, leva les yeux vers une publicité pour un nouveau fromage, puis reprit son chemin vers les caisses automatiques. Et Brent, comme un chasseur sûr de sa proie, s'apprêtait à lui tendre un piège. La file aux caisses automatiques avançait lentement. Monica, méthodique et concentrée, passait un à un les articles sur le lecteur. Le bip régulier rythmait ses gestes, une bouteille d'huile d'olive extra vierge, un paquet de quinoa, un pot de beurre d'amande, une boîte de thé vert japonais. Elle glissait chaque produit soigneusement dans ses sacs réutilisables, en tissu épais, pliés avec soin dans le fond de son chariot. Lorsqu'elle scanna le dernier article, une tablette de chocolat noir, elle appuya sur « Terminé et payé », sortit sa carte bancaire, et composa calmement son code. Tout était ordonné.
Tout était conforme. Monica récupéra son reçu, le rangea dans son portefeuille, et avança vers le portique de sortie. Elle avait à peine franchi les barrières automatiques que Brent surgit, tel un prédateur prêt à fondre sur sa proie. Son badge de sécurité oscillait sur son torse tendu. Il tendit un bras devant elle, la stoppant net. « Excusez-moi, madame. Vous allez devoir me suivre. » Monica se figea, interloquée. Elle se tourna vers lui, les sourcils légèrement froncés, sans agressivité, mais avec une froide clarté. « Pardon ?» Brent, campé sur ses jambes, parla avec autorité. Une vérification de routine. Certaines caméras ont détecté des comportements suspects. Vous avez été vu en train de dissimuler un article dans votre sac à main. Son ton était ferme, presque triomphant. Déjà, quelques clients ralentissaient, s'arrêtaient même. Un homme âgé avec un panier, une jeune mère avec son enfant. Tous fixaient la scène, attirés comme par un accident. Monica sentit les regards se poser sur elle, lourds, tranchants. Un frisson désagréable remonta le long de sa colonne vertébrale. Pas de peur, non. Mais d'indignation. Cette scène, elle l'avait étudiée 1000 fois, en classe. Le profilage racial en temps réel. Mais cette fois, elle n'était pas la professeure. Elle était la cible. Elle répondit d'un ton calme, posé. « Je n'ai rien volé, monsieur. Vous pouvez vérifier mes sacs. J'ai payé chaque article. » Elle ouvrit légèrement l'un de ses sacs, où l'on voyait parfaitement les étiquettes scannées. Son reçu dépassait de son portefeuille, visible. Mais Brent ne céda pas. Il jouait sa scène. Il voulait aller jusqu'au bout. « Ce n'est pas ce que j'ai vu. Veuillez me suivre dans la salle de sécurité. » Il fit un pas vers elle, et, se voulant rassurant mais autoritaire, posa une main sur son bras. Pas violemment, mais assez pour marquer un rapport de force. Trop. Monica se dégagea d'un geste net, sans élever la voix. Son regard était glacial, tranchant. « Je ne vous suivrai nulle part. Appelez plutôt le manager. » Un silence s'installa dans le petit attroupement qui commençait à se former. Le bourdonnement du magasin semblait s'être figé autour d'eux. Brent, irrité par sa résistance, fit un pas de plus. « Madame, je fais mon travail. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez aucune raison de refuser. » Monica le regarda droit dans les yeux. Puis, sans un mot, elle ouvrit son sac à main, en sortit son téléphone, et activa la caméra. « Je vais filmer cette interaction. Et je vous conseille de bien réfléchir à ce que vous faites. » Les portiques du supermarché n'avaient jamais connu un silence aussi pesant. Le petit attroupement de clients formait un demi-cercle autour de Monica et Brent. Les téléphones étaient levés, les regards choqués, curieux, ou indignés. L'ambiance, auparavant paisible, était devenue électrique. Soudain, au fond de l'allée principale, un homme vêtu d'une chemise blanche et d'un badge doré courait à grandes enjambées. C'était Joshua Miller, le directeur du magasin Harrington S depuis plus de 10 ans. Il portait encore son oreillette de gestion interne et un cahier de contrôle sous le bras, mais son visage trahissait une inquiétude sincère. Lorsqu'il aperçut Monica, il s'arrêta net, essoufflé. Son visage passa de la surprise à la gêne, puis à la consternation. « Oh non ! Professeur Reese !» Il s'approcha immédiatement, les mains légèrement levées en signe d'apaisement, comme s'il voulait arrêter une hémorragie. « Je suis tellement désolé. » Puis il se tourna vers Brent, le regard durci par une colère contenue. « Brent, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Brent, pris de court, tenta de garder la contenance. « Monsieur, je faisais mon travail. » Cette femme, enfin, Madame Reese, je. Elle agissait de manière suspecte. Elle a peut-être caché un. Stop. La voix de Joshua claqua comme un fouet. Elle est l'une de nos clientes les plus fidèles. Elle est connue dans toute cette ville pour son intégrité, son engagement civique, son parcours. C'est une professeure d'université, une figure publique. Vous l'avez humiliée devant tout le monde, sans preuve. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Il se tourna vers Monica avec une expression douloureuse, presque suppliante. « Monica, puis-je »
Elle hocha la tête avec calme, tendant le reçu qu'elle avait rangé dans son portefeuille. Elle ne tremblait pas. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas accusé. Sa force résidait dans ce silence souverain qui, en cet instant, était plus puissant que 1000 colères. Joshua parcourut rapidement le ticket. Puis il jeta un coup d'œil au contenu du chariot. Il compta, vérifia, scanna mentalement. Tout est payé. Aucun article ne manque. Il leva lentement les yeux vers Brent. Brent, vous venez de commettre une faute grave. Une très grave. Brent tenta une ultime justification, désespérée. Mais, les caméras, je croyais que... Joshua l'interrompit. Vous avez vu une femme noire bien habillée, confiante, et vous avez projeté vos soupçons sur elle. Ce que vous avez vu, c'est votre propre préjugé. L'atmosphère autour d'eux s'était chargée de tension, mais aussi de respect envers Monica. Une femme âgée dans la foule chuchota. Elle a tenu tête avec une telle dignité. Un adolescent, téléphone toujours levé, murmura à son ami. C'est elle, Monica Reese. Elle passe à la télé quand il y a des débats de société. Ce que ni Brent ni Joshua n'avaient encore remarqué, c'est que plusieurs clients avaient filmé l'intégralité de la scène, de l'interception brutale à l'échange avec Monica, jusqu'à la vérité éclatante. La vidéo avait déjà été publiée sur les réseaux. En quelques heures, elle allait devenir virale. Moins de 2 heures plus tard, le hashtag Justice for Monica apparaissait en tendance nationale sur X, anciennement Twitter, accompagné de captures d'écran, d'extraits vidéo et de commentaires outrés. Comment ose-t-on traiter une femme aussi respectable de cette façon? C'est ça, le racisme institutionnalisé. Calme, silencieux, humiliant. Elle n'a pas eu besoin de crier. Sa dignité a tout dit. Pendant ce temps, Monica, elle, avait quitté le magasin dignement, la tête haute. Elle avait rangé son téléphone, repris son chariot, et traversé le parking comme si de rien n'était, mais dans son cœur, un feu s'était allumé. Un feu qui allait bientôt allumer un débat bien plus large sur la discrimination raciale dans les espaces publics, et sur la manière dont certaines personnes sont traitées uniquement en fonction de leur couleur de peau, même lorsqu'elles font simplement leurs courses. Dès l'aube, le nom de Brent Holloway avait envahi les fils d'actualité, accompagné d'extraits vidéo, d'analyses et de commentaires incendiaires. La vidéo de l'interpellation injustifiée de Monica Reese avait dépassé les 3 millions de vues en une nuit. Des célébrités, des avocats, des militants et même des politiciens avaient partagé la séquence, dénonçant un profilage racial évident et public. Sous la pression, la chaîne Harrington S-Market réagit rapidement. À 9 heures du matin, un communiqué officiel fut publié. Nous reconnaissons que notre agent de sécurité a agi de manière inappropriée et discriminatoire à l'égard de Madame Monica Reese, une cliente respectée. Nous présentons nos excuses publiques les plus sincères à Madame Reese. Brent Holloway a été suspendu dans l'immédiat et son contrat a depuis été résilié. Nous réaffirmons notre engagement contre toute forme de discrimination et annonçons la mise en place d'un programme de formation obligatoire sur les biais raciaux pour l'ensemble de notre personnel. Mais pour Monica, cela n'était pas suffisant. Le soleil tapait doucement sur le trottoir devant l'entrée principale du magasin Harrington S. Une estrade de fortune avait été dressée en urgence. Des micros y étaient posés, représentant CNN, NBC, la presse locale et quelques chaînes en ligne à grande audience. Monica Reese, vêtue d'un tailleur sobre bleu nuit, les cheveux relevés en chignon, monta calmement sur l'estrade. Elle n'avait pas dormi beaucoup. Les messages de soutien avaient afflué toute la nuit, mais elle avait passé ses heures à réfléchir à ce qu'elle allait dire. À comment transformer l'humiliation en action. Une foule s'était formée. Des habitants du quartier, des étudiants, des activistes, des parents. Même quelques employés du magasin, embarrassés mais solidaires, étaient présents en civil, applaudissant discrètement. Monica prit une grande inspiration, fixa les caméras de ses yeux calmes et déterminés, puis parla avec une voix claire, vibrante. Ce que j'ai vécu hier n'est pas une anomalie. Ce n'est pas l'erreur d'un homme, mais le symptôme d'un système. Elle marqua une pause. Le silence dans la foule était absolu. On m'a accusé de vol non pas parce que j'avais volé, mais parce que je ne correspondais pas à une certaine image de la cliente respectable. Parce que, malgré mes vêtements, ma posture,
mes diplômes, ma réussite, je suis noire. Et pour certains, cela suffit à être suspecte. Elle ne cherchait pas à se faire applaudir, mais les premiers frissons de murmures d'approbation se firent entendre. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de toutes celles et ceux qu'on humilie en silence, tous les jours. Ceux qu'on suit dans les rayons. Ceux qu'on interroge sans raison. Ceux qu'on regarde comme des voleurs, simplement parce qu'ils existent dans un espace qu'on ne les autorise pas à occuper pleinement. Elle baissa légèrement les yeux, puis les releva, plus déterminée encore. Ce n'est pas un acte isolé. C'est un schéma. Et il est temps d'y mettre fin. Elle poursuivit. Aujourd'hui, avec un groupe de juristes, de professeurs, d'étudiants en droit, et de militants, je lance un fonds juridique dédié aux victimes de profilage racial et d'abus dans les espaces commerciaux. Ce fonds portera le nom de The Rise Initiative, non pas pour me mettre en avant, mais pour rappeler que ce combat est personnel. Il est collectif. Et il est urgent. Elle énuméra les premiers partenaires. Le barreau de Dallas. L'université de Southern Methodist. Des ONG telles que Justice Now, Equal Rights Project. Et plusieurs avocats spécialisés en droit civique. Elle annonça également que des cliniques juridiques gratuites seraient organisées chaque mois dans différents quartiers pour recueillir les témoignages, conseiller les victimes, quand nécessaire, poursuivre en justice. Dans les heures qui suivirent, les médias tournèrent en boucle la conférence de Monica. Elle fut invitée sur plusieurs plateaux. Le maire de Dallas lui-même publia un message de soutien sur son compte officiel. Monica Rise nous rappelle que la dignité et la vérité sont nos meilleures armes face à l'injustice silencieuse. Nous avons encore beaucoup à apprendre. Pendant ce temps, Brent Holloway disparut des radars. Mais selon certaines sources, il aurait été harcelé sur les réseaux sociaux, menacé, et aurait exprimé des regrets en privé. Monica, elle, refusa de se réjouir de son sort. Elle déclara lors d'une interview. « Mon combat n'est pas contre lui. Il est contre ce qui l'a convaincu que j'étais coupable avant même d'agir. » 2 semaines plus tard, alors que l'attention médiatique commençait lentement à se détourner, Monica reçut une enveloppe au papier simple, glissée discrètement parmi les autres lettres qu'elle recevait quotidiennement. Pas de nom d'expéditeur, juste une écriture tremblante au dos. Elle hésita un instant, puis l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille soigneusement pliée. L'écriture était penchée, irrégulière. C'était une lettre manuscrite. Signée de Brent Holloway. Madame Rise, je ne vous écris pas pour obtenir votre pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je vous écris parce que je ne dors plus depuis ce jour. Parce que j'ai compris, enfin, ce que je ne voulais pas voir. Vous n'avez pas crié. Vous ne m'avez pas insulté. Vous m'avez regardé. Juste regardé. Et dans vos yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais affronté, ma lâcheté. Je croyais faire mon travail. Je croyais défendre quelque chose. Mais j'étais simplement un rouage dans une machine injuste. Vous m'avez mis face à ce miroir que je fuyais. Et ce que j'y ai vu m'a brisé. J'ai perdu mon emploi. Mais ce n'est pas ce qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est de savoir que ce que j'ai fait, vous l'avez vécu 1000 fois, sous 1000 visages. Peut-être que cette lettre ne changera rien. Mais je voulais que vous sachiez, que j'ai compris. Brent. Monica resta silencieuse de longues minutes après avoir lu ces mots. Elle relut la lettre une seconde fois, plus lentement, en pesant chaque phrase, chaque aveu. Elle ne ressentait ni triomphe, ni vengeance. Juste une forme étrange de soulagement douloureux. Elle ne répondit pas. Elle choisit de ne pas le faire. Mais elle plia soigneusement la lettre et la rangea dans un petit tiroir de son bureau, là où elle gardait les choses précieuses, discrètes, silencieuses. Pas comme une victoire. Mais comme un rappel. Un rappel que la dignité, même dans l'injustice, a plus de force que 1000 cris. Un rappel qu'un regard peut éveiller une conscience. Et que parfois, le changement commence par une lettre, écrite avec les tremblements du regret.